Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Félix Tshisekedi est en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Le chef de l'État va notamment procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Plusieurs exactions et des violations graves des droits de l'homme commises par les rebelles de l'AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise dans les zones qu'ils contrôlent dans l'est du pays. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies dénonce notamment des massacres des civils et l'enrôlement forcé des jeunes au sein de ces mouvements armés. Polémique après la condamnation de Joseph Kabila, notamment à la peine de mort par la haute cour militaire. Le président du parti politique Adenak affirme qu'il s'agit d'une décision judiciaire qui ne remet pas en cause les différents processus de paix en cours. Un mouvement suspect des terroristes EDF signalé dans le territoire d'Irumu en Ituri. C'est précisément dans la forêt des Bamandé. Nous sommes dans la chefferie de Walese Vonkutu. C'est le président de l'ONG de défense des droits humains, dénommé Comité associatif résolu pour le respect des droits de l'homme de ces territoires, qui alerte. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Mbuji-Mayi dimanche dans la province du Kasaï oriental, bien entendu. Il a été accueilli par une foule en liesse. Autorités nationales et provinciales étaient présentes à l'aéroport de Bipemba pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Félix Tshisekedi va procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi, considérée comme une avancée majeure dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire dans le Grand Kasaï. Encore un rapport accablant des Nations Unies sur les exactions des rebelles de l'AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise dans les zones qu'ils contrôlent dans l'est de la RDC. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rappelle que le M23, soutenu par la force de défense rwandaise, a continué d'étendre sa zone de contrôle dans les territoires de Walikale et de Massissi et de mener des opérations militaires intensives dans l'ensemble de ces zones sous contrôle, en particulier contre le bastion d'FDLR et des groupes Nyatura. Le rapport dénonce aussi l'enrôlement forcé des jeunes au sein de ces mouvements armés. Au moins 1454 personnes ont été arrêtées arbitrairement et amenées des forces dans des camps situés dans le territoire de Rutshuru pour y suivre un entraînement militaire. Il a également été fait mention de la destruction d'habitations et de commerces civils ainsi que des déplacements forcés. À Rutshuru, le M23 aux côtés de la force de défense rwandaise a poursuivi ses opérations de grande envergure contre les FDLR. L'une de ces opérations dans la chefferie des Bouicha a conduit au massacre d'au moins 335 civils, dont 52 femmes et 24 enfants, dans des zones agricoles entre le 9 et le 28 juillet. Il s'agit de l'un des bilans humains les plus lourds jamais enregistrés dans ce type d'attaque depuis la résurgence du M23 en 2022, indiquent les documents. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence, utile de Kinshasa. Mouvement suspect des terroristes EDF signalé dans le territoire d'Irumu en Ituri. C'est précisément dans la forêt des Bamandé. Nous sommes dans la chefferie de Walese Vonkutu. C'est le président de l'ONG de défense des droits humains dénommé Comité associatif résolu pour le respect des droits de l'homme de ces territoires qui alerte. John Kaimbi rapporte que cette situation est à la base d'une psychose généralisée au sein des habitants de cette région. Craignant pour leur sécurité, cet activiste des droits de l'homme appelle les autorités sécuritaires à prendre des mesures nécessaires pour la sécurité des populations locales. Il est au micro de Franck Assanté. Et Guardo des droits de l'homme actif dans la promotion et la protection des droits humains dans le territoire d'Irum exprime sa profonde préoccupation face à la situation sécuritaire alarmante observée en Bamandé dans les groupements Bapoul chefferie de Walese Vonkutu. Selon les informations recueillies sur le terrain, une présence de rebelles attribuée aux ADF a été signalée au sud du village provoquant un déplacement massif de la population civile et une paralysie des activités quotidiennes. Le Guardo dénonce l'inaction apparente des autorités militaires, pourtant informées de la menace, et rappelle que la protection des civils est une obligation constitutionnelle, un devoir moral
période de conflit. Nous appelons donc les autorités provinciales et nationales à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la zone. Les communautés locales à faire preuve de vigilance tout en... Et puis, les déplacés cantonnés au site de l'Obéro Centre vivent dans des conditions précaires. Ils sont dépourvus de tout, notamment la nourriture et les médicaments. Selon Charlie Katungu Tamouya, présidente de ces déplacés, au moins 8 cas de décès ont été enregistrés sans compter de malades. Elle fait savoir que le manque d'assistance humanitaire est la principale cause. On écoute Charline Katungu au micro de Roger Mouliata. Hapa munivo ya Lubero wakimbizi wanateseka sana tena sana. Premièrement, ici à Lubero, les déplacés souffrent énormément. Ils n'ont pas à manger et beaucoup tombent malades. Et comme il n'y a pas de soins gratuits, nombreux hésitent de se rendre à l'hôpital et meurent dans leur maison. C'est par manque de moyens pour honorer la facture. Par exemple, une facture de $75, un montant difficile à réunir au regard des conditions de vie. Parmi ceux qui sont décédés, il y a 3 parents qui laissent des enfants et le nombre des enfants, c'est autour de 5. Ces gens sont morts de faim, manquant les moyens pour les soins. vraiment na 5 hivi 5 afa. Wale kwanza wamekufa juu ya njala ile kosa franga za kubabeba hospitali. Et pendant ces temps, la haute hiérarchie de la police entreprend une évaluation critique des activités des services de la PNC sur le terrain au Grand Nord, au Kivu. Ceci intervient après le repli stratégique des forces de la police à Beni, capitale provisoire du Nord Kivu, suite à l'occupation de la ville de Goma et ses environs par les rebelles de l'AFSM 23 appuyés par l'armée rwandaise depuis janvier dernier. Voilà pourquoi le commissaire divisionnaire principal de la PNC dans l'est de la RDC est en mission. Dans cette partie du pays, bien entendu, l'enjeu est double. Il s'agit surtout de remobiliser les troupes et de s'assurer que la police appuie efficacement les FARDC pour résister à l'ennemi et protéger les grandes agglomérations contre les incursions des présumés EDF et alliés. On écoute l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Mouchidia, au micro d'Erickson Louemboé. Laissez-moi vous dire à l'aise qu'après les replis que moi j'appelle stratégiques et tactiques des éléments de la police du Nord Kivu, ici à Beni, après l'attaque de rebelles de AFC M23 sous l'appui des troupes rwandaises, il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de la police de venir à Beni pour diverses raisons. Comme tout policier, je suis à Beni pour sécuriser la population et leurs biens. Comme tout policier, je suis à Beni pour prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme inspecteur général de la police, j'ai plusieurs missions: auditer, enquêter et évaluer les activités de service de la police nationale congolaise. Voilà ce qui amène l'inspecteur général de la police dans la ville de Beni. Le premier message que j'adresse, de félicitations, d'encouragement aux voyants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, aux policiers qui sont avec moi ici, d'avoir prêté main forte à nos militaires et d'avoir tenu et résisté devant cet ennemi qui est en train de faire couler le sang du peuple congolais. Mais en toute chose, chers journalistes, on considère la fin. C'était l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Mouchidiav. Polémique après la condamnation de Joseph Kabila, notamment à la peine de mort par la haute cour militaire. Le président du parti politique Adenak affirme qu'il s'agit d'une décision judiciaire qui ne remet pas en cause les différents processus de paix en cours. D'après le député honoraire Adrien Poba, cette décision a été bien accueillie au sein de l'opinion nationale. Il martèle que les efforts pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC ne doivent pas cautionner l'impunité. Maître Adrien Poba. D'aucuns pensent que la condamnation de l'ancien président Joseph Kabila mettrait à mal le processus de paix en RDC. Pas du tout. Il y a plus de crainte que mal. Pour la DENAC, le processus de paix au Congo est irréversible et devrait se découler dans la sérénité et la lutte contre l'impunité. Le processus de paix ne devrait pas être un chèque en blanc pour protéger les traîtres, les criminels de guerre, les génocidaires et les ennemis de la République qui menacent la survie de l'État. L'ADENAC considère que seule la justice élève une nation. La justice est un impératif moral et social et doit également œuvrer sans relâche pour l'instauration de l'autorité de l'État. En pleine période de conflits armés, le processus de paix passe par une bonne administration de la justice, causée et la réconciliation nationale. Parlant de la condamnation de Joseph Kabila, celle-ci ne peut nullement entraver le processus de paix en RDC.
RDC. L'opinion publique a bien accueilli favorablement la sentence de la haute cour militaire. Notez, le jour où le verdict est tombé contre Joseph Kabila, il n'y a pas eu même un pneu brûlé sur toute l'étendue du territoire national de notre pays pour protester ou contester la décision de la haute cour militaire. La DENAC soutient totalement les processus de paix au Congo, mais dans la stricte observance des lois de la République et la lutte contre l'impunité. Maître Adrien Poba, président du parti politique ADENAC. Plus de 3 mois après la signature des déclarations de principe entre la RDC et le Rwanda, aucune avancée majeure. Signature des accords prévus avant fin juillet, puis reportée au mois d'août, n'est pas effective. Entre-temps, le conseil du président américain en charge des questions africaines, Massad Boulos, a annoncé l'ouverture du dernier tour de négociations sur le Regional Economic Integration Framework, cadre d'intégration économique régionale associant la RDC et le Rwanda. Il a souligné que ces cadres viseraient à renforcer la coopération dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures, la chaîne d'approvisionnement minière transparente, la santé, le tourisme et le commerce. Il consoliderait la paix dans la région des Grands Lacs. À Kinshasa, côté allié du président de la République, on estime que ces propos du conseil de Donald Trump jettent les doutes et plombent les négociations. On écoute Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur et porte-parole du Rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi. Pourquoi ce revirement spectaculaire du conseil spécial du président américain? À qui profite la portée de cette déclaration? Le Rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement relève des faits troublants se rapportant aux accords de Washington, d'une part, et de Doha, d'autre part. À savoir, d'un côté, les contradictions constatées dans les déclarations de M. Massad Boulos, qui dit une chose et son contraire, dans un langage diplomatique alambiqué qui sème la confusion dans les esprits, et de l'autre côté, plombe les discussions et échanges de Washington et ceux de Doha pour la mise en œuvre des mécanismes de paix et de sécurité en République démocratique du Congo. Tout semble être remis en cause par les dernières déclarations du conseiller spécial du président des États-Unis d'Amérique. 3. Quant au génocide perpétré en République démocratique du Congo, les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi insistent toutes ces vies fauchées par le Rwanda et ses supplétifs devraient être reconnues. Jean-Pierre Lissanga Bonganga. La paix ne viendra ni de Washington ni de Doha, mais plutôt d'un vrai dialogue national inclusif qui va remettre la RDC sur les rails d'une paix durable. C'est ce qu'affirme Maître Clément Mouzaka Yembe, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou. On l'écoute. Les Congolais ne doivent pas être trop intéressés à des solutions qui semblent être des demi-solutions. Lorsqu'il y a eu la première signature entre le gouvernement rwandais et celui de Kinshasa, la MOUCA avait donné son point de vue. Cet accord-là a été déséquilibré, bancal. Parce que le pouvoir de Tshisekedi a cru qu'en signant à Washington avec le Rwanda, on allait automatiquement avoir la paix. Mais nous avons dit, et nous allons continuer à le dire, que Washington n'apportera pas la paix au Congo seul. Doha ne portera pas la paix seul. Les Congolais en urgence ont besoin d'un dialogue national inclusif qui reste la seule solution. Donc, les déclarations de Boulos, je vois que ça met en foi le camp Tshisekedi et ça semble être même une humiliation pour le pays. C'est le moment plus que jamais pour M. Tshisekedi de comprendre que le dialogue national inclusif reste le seul moyen où les Congolaises et Congolais vont se dire des vérités, vont se réconcilier. 88.4 Top Congo FM. Votre radio d'information. On va poursuivre l'actualité. Les barreaux congolais à travers toutes les provinces s'apprêtent à organiser leurs assemblées générales ordinales et électives. Quelle est la particularité cette année de ces rencontres annuelles des avocats? Nous avons posé la question à Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Au regard de la loi organique et du règlement intérieur cadre des barreaux, tout le deuxième mardi du mois d'octobre, chaque barreau organise une assemblée générale
pour remplacer les tiers des membres du Conseil de l'Ordre. Et tous les 3 ans, chaque barreau se désigne un bâtonnier qui devra présider aux destinées du barreau. La particularité des assemblées générales de cette année, c'est que dans bon nombre de barreaux à travers la République, il va s'organiser l'élection des bâtonniers. Vous savez, l'élection des bâtonniers a une particularité, c'est que c'est le numéro 1 de tous les avocats dans un barreau et ça intéresse tous les avocats à plusieurs titres. Ce qui fait que, par exemple, au barreau de Kinshasa-Gombe, la campagne électorale pour désigner un bâtonnier sur les 7 candidats bat son plein. Il en est de même au barreau de Kinshasa-Matete et c'est que l'Assemblée générale du 14 octobre 2025 aura comme particularité non seulement auditionner les rapports du bâtonnier sortant, répondre aux questions des confrères et les divers, mais le plus grand moment, le plus attendu, c'est l'élection du nouveau bâtonnier, de même qu'au barreau de Kinshasa-Matete. Et à l'occasion, si le temps le permet, il y aura un renouvellement de membres du Conseil de l'Ordre. Il faut rappeler ici que les élections ordinales ne sont pas des élections politiques, ce sont des élections dans un ordre et tout se passe sous le contrôle de la loi organique, du règlement intérieur 4 et beaucoup plus de décisions de principe sur les élections, lesquelles décisions de principe au niveau national et au niveau du barreau de la Gombe, par exemple, interdisent de mener les élections à la manière des politiciens, des publicités dans les réseaux sociaux avec des meetings populaires. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bientôt les élections au sein de l'ordre des architectes région Kinshasa. La commission en charge de ces scrutins a été mise en place le week-end dernier. C'était lors d'une assemblée générale extraordinaire dirigée par le président du bureau du Conseil de l'Ordre national des architectes de la RDC, l'architecte Fillon Dondoboni. Il précise que ces élections vont se tenir entre novembre et décembre prochain. Cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée quelques jours après le 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique qui a eu lieu à Kinshasa au mois d'août dernier sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi. On écoute le président de la corporation Fillon Dondoboni au micro de Marcel Kitambala. Bon, d'abord, je tiens à remercier tous les architectes qui ont répondu nombreux dans cette assemblée générale. Une assemblée générale qui est extraordinaire, qui avait principalement comme objectif de mettre en place la commission électorale. Parce que d'ici décembre, on doit organiser des élections au niveau national et au niveau provincial de la région Kinshasa, ainsi à l'entour. Et nous avons réussi à mettre en place cette commission. Nous avons réussi également à régler nos problèmes internes pour que nous arrivions justement à avoir une corporation forte. C'est dans ce sens que nous avons même levé l'option d'ouvrir le tableau de manière à ce que parce que notre fichier électoral, c'est le tableau, l'extrait du tableau que nous publions. Donc, ceux qui n'étaient pas dans ces fichiers, ils ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour venir s'inscrire de manière à ce qu'ils soient dans ces fichiers électoraux et qu'ils soient en mesure de participer aux élections du mois de novembre et du mois de décembre de l'année en cours. Donc voilà ce qui a fait l'objet de la rencontre et à la satisfaction de tous les architectes jusqu'à la fin. Fillon Dondoboni. Et cette dénonciation du chef intérimaire du groupement Kingakati dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa, John Mokanios, Letton et pointe une manœuvre d'usurpation de pouvoir et d'ingérence illégale après que la cellule technique d'appui aux affaires coutumières à l'intégration des peuples autochtones a convoqué un candidat malheureux du processus de désignation à une séance de travail prévue ce mardi 7 octobre. Cette démarche peut clairement être source de tensions, prévient son secrétaire trésor Bobé Mouta. Il annonce d'ores et déjà le boycott de toute réunion ou concertation organisée dans ce sens par cet organe du ministère de l'Intérieur. Il est au micro de Eric Lukoki. Nous dénonçons le comportement antipatrie de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières du ministère de l'Intérieur qui, à la quête des terrains concessions, crée des conflits ça et là pour mieux gagner. Conformément aux usages coutumières et aux dispositions en vigueur, c'est M. John Moukani, fils légitime du défunt chef, qui assure l'intérim à la tête du groupement Kingakati. En attendant des procédures coutumières légales pour la désignation de nouveaux chefs de groupement. Si on prend le nombre de fois où le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend les avions pour chercher la paix, qu'un coordonnateur ou une cellule technique d'appui ignore les efforts, c'est regrettable. Et pourtant, nous étions en concertation avec le bourgmestre de la commune de Maluku pour
l'organisation de paix de consolation au mois de novembre de cette année. Nous appelons avec tout le respect possible à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur et ses deux vice-ministres de l'Intérieur et Affaires coutumières d'intervenir pour annuler cette invitation qui viole le texte. Et puis la société MCTC Matadi Corridor Terminal conteneur appelée à respecter ses engagements, mais aussi à arrêter avec son opération, celle d'étendre sur le fleuve le port de Matadi des 30 mètres. Ce sont quelques recommandations faites par le syndicat de l'ONATRA au ministre du portefeuille. C'était lors de la réunion tripartite tenue à Kinshasa entre le gouvernement, les banques syndicales et l'ONATRA. Le président de l'intersyndicat de l'ONATRA considère que ce qui se passe au port de Matadi dans le Congo central est une provocation et il exige à MCTC de respecter les conclusions de la tripartite. Armand Ossacé sur des propos recueillis par Cécile Ngomba. Le bas syndical a demandé à son excellence ministre du portefeuille 1. L'annulation d'allongement de 30 mètres vers le fleuve par MCTC. 2. Les paiements de tous les droits, c'est-à-dire que MCTC respecte ses engagements, paiement de la redevance fixe variante ainsi que les fonds sociaux. Parce que même lors de la réunion devant le président de la République, MCTC avait pris l'engagement de payer une grande partie pour permettre à l'ONATRA de faire face, c'est-à-dire des retraités, payer les retraités. 3. Récupération des caisses 7, parce qu'il n'a pas été ni dans les PV lors des tripartites devant le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, moins encore lors des tripartites avec les chefs de l'État, nous sommes surpris que MCTC occupe les caisses 7 en violation même de la tripartite. L'annulation du contrat du pilote, c'est un contrat qui viole l'article 56 de la Constitution, c'est un contrat signé uniquement que 8, 9 par les mandataires de la société, alors que les mandataires n'ont pas ces pouvoirs. Et c'est un contrat qui viole la Constitution, spécialement l'article 56. Armand Ossacé. Traçabilité et diligence raisonnable, utilisation de l'application web e-Trace sont entre autres matières qui ont constitué la première session de formation de plusieurs agents de la direction technique du CEC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses du Congo. Formation qui a été à consolider le rôle du CEC comme autorité de la certification. C'est le président du conseil d'administration du centre d'expertise, d'évaluation et de certification qui a clôturé cette formation de 10 jours. Cyril Milandou. Le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Kaninku, a d'abord salué l'engagement du chef de l'État en faveur de la paix, la stabilité et la cohésion nationale avant de souligner que cette formation traduit une volonté de construire un avenir fondé sur l'excellence, la transparence, l'innovation et la poursuite de cette dynamique avec d'autres modules. Cette formation a permis à certains agents et cadres du centre de s'approprier des modules essentiels. Ces compétences ne sont pas de simples outils techniques. Elles constituent les fondations sur lesquelles repose notre ambition de faire du CEC, autorité de certification, une institution moderne, rigoureuse, à la hauteur des standards internationaux. Grande satisfaction pour le président du conseil d'administration du CEC, Dave Kalemba Nkashama, a salué cette initiative de la direction technique, appuyée par la direction générale et qui s'inscrit dans la vision du conseil d'administration. Cette formation traduit notre volonté de doter l'institution d'un capital humain compétent, capable de répondre aux exigences techniques, réglementaires et opérationnelles dans le secteur minier. La clôture de cette formation marque à la fois la réussite d'une session de formation et le début d'une nouvelle étape pour les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses en tant qu'autorité de certification ayant un engagement de l'excellence technique, de la transparence et du respect des normes internationales. Cyril Milandou. Inspection des installations et des projets stratégiques d'eau et d'électricité. C'est l'objet de la mission du ministre des Ressources hydrauliques et électricité dans la province du Lualaba.
C'est dans le cadre du renforcement de la gouvernance énergétique et la réduction de la dépendance extérieure de la province du Lualaba, en comblant environ un tiers du déficit énergétique de la province, soit 1000 MW sur 3000. Et même Olendo Sakombi a commencé par la visite de la centrale en construction Lualaba Power. Sa visite se poursuivra avec l'inspection des centrales d'Enzi, Lo2, Busanga, Kamoa et les autres. Le ministre va également présider la cérémonie de réhabilitation de la ligne électrique 120 kV CK répartiteur ouest réalisé par Erg Esnel SA. Le ministre Sakombi avait échangé sur cette question d'énergie avec la gouverneure Fifi Masuka. On l'écoute. Je suis arrivé en provenance de Lubumbashi pour une visite d'inspection de quelques ouvrages à caractère énergétique, barrages, centrales solaires et parcs solaires. Nous sommes donc venus renforcer cette gouvernance énergétique et assurer donc le suivi d'un certain nombre de projets qui visent donc à réduire notre dépendance en énergie et à combler au moins d'un tiers, puisque les projets que je vais visiter représentent à peu près 1000 MW sur un déficit de 3000. Donc on pourra déjà combler un tiers. Et la politique du gouvernement, en attendant le grand projet d'INA, c'est de faire un mix énergétique, de susciter et d'encadrer les privés, et aussi de leur demander, si le gouvernement fait cet effort, de transformer leur production sur place, avec comme corollaire évidemment la croissance économique. Donc c'est un programme ambitieux et on a la chance d'avoir l'accompagnement de Madame la gouverneure qui a bien compris le rôle de l'énergie comme moteur dans le développement de la province. J'ai occupé 3 postes ministériels et à chaque fois j'ai l'oreille attentive du gouvernement provincial du Lualaba. Et ici on ne peut pas développer un pays dans le noir. Donc c'est la première des choses, c'est l'énergie. Le chef de l'État martèle que c'est un droit universel. Ce n'est pas un luxe. Et même Olendo Sakombi. On va parler aussi des travaux de lutte anti-érosive au quartier Terre Jaune ainsi que la réhabilitation de la route Mokoko et Béaté. Dans la commune de Lancélé, les travaux qui vont bientôt démarrer. Le financement a été disponibilisé par le gouvernement central. C'est le député national Ogu Kalonji qui l'annonce. L'élu de la Tchangou précise que les travaux d'infrastructure réalisés à Kinshasa se font selon les règles de l'art. On l'écoute. Les choses évoluent à grande vitesse. Aujourd'hui, la façon de construire les routes n'est plus comme dans le passé où le même jour, 5 camions viennent sur une route. On asphalte dans un jour ou dans 2 jours une route qui va durer 2 semaines, 3 semaines. Aujourd'hui, la République est en train de construire des routes en béton. Ça demande beaucoup d'ajustements au niveau des sols avant que la dernière couche puisse intervenir. Et moi, je pense qu'à ce stade, il faudrait saluer ces mesures prises au niveau du gouvernement sur la vision du président de la République. Cette vision que la Première ministre est en train de matérialiser par le biais de ses ministres, celui des Finances, Doudou Famba qui met le moyen et John Banza des infrastructures qui est en train de suivre. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs interventions sur plusieurs axes pour ne citer que Andjili, l'avenue Mobutu, Kulumba, BAT, où déjà lundi, les choses vont reprendre parce que le financement, la partie qui restait, c'est déjà entre les mains de l'entreprise. Moukoko, le financement est déjà entre les mains de l'entreprise. Aujourd'hui, là, il faut déjà l'annoncer que Terre Jaune, l'érosion va d'un moment à l'autre aussi voir le travaux reprendre là-bas. C'était le député national Ogu Kalonji. Assainissement de la ville de Kinshasa, les Pays-Bas, via leur représentation, l'hôtel de ville et la firme CES Expertise réfléchissent sur une solution durable et projettent ainsi un forum économique fin octobre. C'est lui qui se fait bien sûr une opportunité unique de faire converger volonté politique, investissement privé, innovation technique et engagement communautaire pour la transformation des déchets en opportunités économiques. Dieu merci Lusakumunu. Cette rencontre stratégique pose les jalons des solutions durables au problème d'assainissement de la ville de Kinshasa, avec en ligne de mire la transformation des déchets en opportunités économiques, environnementales et sociales pour la ville. Jennifer Imperator, chef de mission adjointe à l'ambassade de Pays-Bas. La réunion d'aujourd'hui était notamment focalisée sur le secteur privé qui doit s'activer, qui doivent participer au forum sur l'assainissement. Pourquoi? Parce qu'un modèle économique qui crée de
de l'emploi, le secteur privé est vraiment partie prenante pour des solutions innovantes, pour des solutions durables et aussi pour vraiment l'effort d'entretenir l'environnement. Il y a une part que nous tous, nous avons à jouer. Nous aussi, on est dans l'action de ramener notre secteur privé ici en RDC. Du côté de l'Hôtel des Villes, on considère ce forum comme une opportunité pour mettre en place les politiques publiques sur cette question d'assainissement. Léon Moulumba, ministre provincial de l'Environnement. Nous sommes au centre de cette problématique. Nous avons bénéficié d'une ville, il y a quelques mois, d'une ville sale, insalubre, comme on peut dire, d'une ville où l'anarchie règne. C'est pour ça que nous nous appuyons à nos amis Pays-Bas à travers ces expertises pour mettre cette politique en place. Tout partira de là. Sans vraie politique, on n'arrivera pas. Junior Chitea, CEDC et S-Expertise, revient sur les recommandations de cette rencontre. Tout le monde est d'accord que la solution est là, mais elle doit être pratique. Et donc, nous avons été recommandés de travailler à ce que le forum amène des solutions tangibles sur les chaînes de valeur des collectes, les opportunités de transformation, mais également l'accompagnement au niveau des autorités à la base. Ce forum aura lieu du 28 au 30 octobre. Dieu merci, Lusakumono. Dans le reste de l'actualité, le rassemblement des jeunes patriotes RJP Aspel célèbre ses 7 ans d'existence ces mois d'octobre, bien entendu. L'association appelle ses membres, cadres et sympathisants à une marche de santé et de mobilisation citoyenne à Kinshasa. L'événement aura lieu ce samedi 18 octobre à 9h précise avec un départ d'Épille à la 16e rue à Limete. D'après Jersingimbi Kinkela, son président national, cette marche est plus qu'un anniversaire, c'est un acte citoyen de réflexion sur le parcours de l'association et ses perspectives. Cette activité est surtout une occasion de rassembler la jeunesse congolaise et de renouveler publiquement l'engagement et la loyauté de l'organisation envers le chef de l'État Félix Tshisekedi en soutenant ses actions pour le développement du pays. On l'écoute au micro d'Isabelle Moingo. En fait, cette marche, c'est plus qu'un geste symbolique, car elle montre que depuis 7 ans, nous avançons ensemble avec détermination pour construire une jeunesse forte, responsable et engagée. Ce n'est pas une simple célébration, comme les gens le pensent. C'est un message, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, nous restons debout, unis et tournés vers l'avenir de notre pays. Donc nous attendons tous les Congolais qui aimeraient bien se joindre à nous ce jour-là pour que nous puissions célébrer notre fête. Alors, pour assurer le bon déroulement de cette activité, nous allons travailler en collaboration avec les autorités locales et les services de sécurité. Il y aura aussi un dispositif d'encadrement qui sera mis en place avec des agents de sécurité, une couverture médicale assurée par la Croix-Rouge et des points d'eau le long de notre parcours. Donc, tout est organisé pour garantir une marche paisible, bien structurée dans le respect des normes. Effectivement, à l'issue de la marche, un rassemblement est prévu avec des discours officiels, des animations culturelles et un message fort de l'appel à la responsabilité, à l'unité nationale et à la participation active au développement du pays sera adressé ces jours-là à la jeunesse congolaise. Donc, ça sera un moment de réflexion, de célébration, mais aussi de mobilisation citoyenne. Vous êtes sans ignorer que l'ASBEL, le Rassemblement des jeunes patriotes, est une ASBEL qui a signé la charte de l'Union sacrée. Ça sera aussi une opportunité pour nous de réitérer publiquement notre soutien à la haute autorité de référence qui est son Excellence Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle de déploiement des paquets de soins de base de la couverture santé universelle dans les provinces de la RDC. Différentes parties prenantes y ont réfléchi pendant 3 jours. Pour Polydor Mbongani, coordonnateur national de la couverture santé universelle, il va falloir notamment consolider ces plans, réaliser les travaux sur la rationalisation des ressources humaines et disposer de tous les décrets ou mesures devant aider à avancer sur le terrain. On écoute le coordonnateur national de la couverture santé universelle, Polydor Mbongani, au micro de Rachel Nsioé. L'objectif qui s'était fixé, c'était d'élaborer ce plan en se disant qu'on doit en finir avec un plan qui définit le chronogramme pour qu'il clarifie le paquet de soins tel qu'il a déjà été défini dans la loi et aussi par une mesure d'application, un arrêté interministériel. Mais nous avons aussi discuté du coût ou des prix de la classification des soins. Au-delà de ça, nous avons aussi discuté de mode de paiement des prestataires. Donc c'est un document qui est très important pour nous permettre d'avancer avec la mise en œuvre du paquet de soins de base tel que
édictée dans la loi de santé publique telle qu'elle a été modifiée par l'ordonnance loi de mars 2020. Alors le conseil, comme vous savez, il est composé de plusieurs parties prenantes, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut atteindre ici, c'est de coordonner les activités de toutes les parties prenantes pour qu'elles soient prêtes au moment où nous allons lancer la prise en charge au premier trimestre de l'année 2026. Il y a plusieurs parties prenantes, en commençant par les différents ministères sectoriels, mais aussi les établissements de prestation de la couverture santé universelle. Même au niveau provincial, il y a les divisions provinciales, il y a l'équipe cadre des zones de santé, il y a les établissements de soins eux-mêmes. Et il y a aussi cette question des ressources humaines en santé qui est aussi en train de se discuter. Donc il faudra que toutes ces choses soient prêtes. Et en ce moment-là, c'est d'où le bénéfice de commencer avec ce plan de déploiement maintenant pour permettre à ce que tout le monde soit prêt du moment où nous allons lancer le processus au premier trimestre de l'année 2026. Et donc le travail est encore devant nous pour nous assurer que nous serons vraiment prêts au moment où nous allons lancer le paquet de soins une fois que tout le monde s'est mis d'accord. Parlons encore santé. Améliorer la qualité des soins pour tous, c'est le défi que s'est fixé la fondation Diasama Urologie pour tous, qui a lancé ses activités à Kinshasa. Dans le même élan, elle a inauguré samedi dans la commune de Kitambo la clinique Uromed, clinique d'urologie et de médecine spécialisée de Kinshasa. Objectif, offrir des soins de qualité spécialisés et accessibles à toute la population congolaise. La clinique, capable d'employer près de 50 professionnels de santé, s'est dit ouverte à des partenariats avec le secteur public, privé, ainsi qu'avec les compagnies d'assurance médicale. On écoute son initiateur, le docteur Diangenda Diasama, président de la Fondation Urologie pour tous, au micro de Genovic Mboambaya. La clinique d'urologie que nous inaugurons a une capacité maximale de 23 lits. Cette clinique est opérationnelle à près de 80%. Ces bâtiments comprend 4 niveaux. Sur le plan humain, cet établissement de soins peut employer jusqu'à 50 personnes. La clinique se veut donc être une clinique spécialisée. Par conséquent, ces portes resteront grandement ouvertes aux spécialistes ici comme d'ailleurs. Les urologues d'abord, les autres spécialités chirurgicales parce qu'ils sont plus proches de l'urologie et enfin les différentes spécialités médicales. C'est vrai qu'il nous fallu 15 ans pour arriver à ces niveaux. Cependant, je suis convaincu que le plus dur reste à faire. C'est quoi? Assurer le fonctionnement de la clinique, l'entretenir et pourquoi pas l'agrandir. Ces défis est certes énorme, mais je crois qu'il est maîtrisable avec le soutien de tout le monde. Voilà pourquoi nous sollicitons l'appui, l'accompagnement des autorités publiques et nous lançons à l'occasion un vibrant appel aux sociétés publiques et privées ainsi qu'aux compagnies d'assurance médicale pour un partenariat sincère et solide. L'objectif de ce partenariat étant d'améliorer la qualité des soins de notre population et de garantir le bon fonctionnement de cette clinique. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Nous prenons brièvement l'actualité au-delà des frontières de la RDC avec vous, Marcel Kitambala. Rebonjour. Rebonjour Dominique Dinanga. En Côte d'Ivoire, les PDCI affirment que oui, ces militants ont été arrêtés ces 6 derniers jours à Abidjan. Ils seraient actuellement détenus dans le locaux de la brigade de recherche et de la direction de la surveillance du territoire. Dans un communiqué le 4 octobre 2025, le parti d'opposition dénonce des méthodes d'intimidation et une répression injustifiée à moins de 3 semaines de la présidentielle. Au Bénin, un commissariat situé au nord de Cotonou, près de la frontière nigériane, a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche 5 octobre. Les bilans s'élèvent à 3 policiers tués. Plusieurs sources signalent des pertes côté des assaillants. Des commandos ont été déployés pour ratisser la zone. Les opérations auraient permis la capture d'un des assaillants. Une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque. Au Mali, 4 civils ont été enlevés les dimanches 5 octobre 2025 à 40 km de Bamako sur l'axe routier qui mène à Ségou, plus au nord, par des présumés djihadistes. 2 personnes kidnappées ont été libérées quelques heures après. En France, le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu a été dévoilé dimanche 5 octobre.
Un gouvernement dans la continuité du précédent avec quelques changements notables. Un gouvernement des 18 noms, la plupart connus, avec pas moins de 12 ministres démissionnaires renommés à leur poste ou ailleurs. En Palestine, des négociations pour la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens et une trêve à Gaza doivent s'ouvrir ce lundi 6 octobre en Égypte. Officiels israéliens responsables du Hamas, médiateurs égyptiens, qatariens et américains sont tous attendus. La délégation du Hamas est la première à être arrivée en Égypte. Marcel Ketambala, merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal, mise en onde par Jacques Nzinga. Merci de la... Du Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.